On a tous entendu l'expression « c'est une vraie Gerda », mais qui est cette femme? Gerda Munsinger a été au centre d'un des plus grands scandales politiques de l'histoire du Canada. Deux auteurs défendent l'honneur de celle que l'histoire présente comme une espionne allemande. On a tous entendu parler de Gerda. On entend l'expression « c'est une vraie Gerda ». Mais qui est cette femme-là? Elle s'appelle Gerda Munsinger. Elle a marqué l'histoire du Canada. Elle a permis un coup d'État, semble-t-il, au Canada. Imaginez-vous, je reçois les deux auteurs d'un livre extraordinaire après la pause. Vous dites peut-être pas ce mot-là, mais vous savez ce que c'est? Il y a des gens qui vont traiter des femmes de Gerda. Ça, c'est une vraie Gerda. C'est quoi, c'est une Gerda? Une Gerda, ben, ça a été un nom connu à une époque parce que c'était une affaire qui a défrayé la manchette, l'affaire Gerda Munsinger. Et ça a des rebondissements aujourd'hui parce qu'un livre est publié avec le fond de l'histoire. Parce qu'on a toujours su à peu près ce qui s'est passé, mais là, on va au fond du fond. Et donc, des années après, on va comprendre ce premier scandale véritablement sexuel à avoir frappé le Canada avec les deux journalistes d'enquête, Gilles-Philippe Delorme et Daniel Leroy, qui forment un couple, écrivain et journaliste. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Denis. Alors, pourquoi arriver avec un livre après tant d'années? On vit l'actualité aujourd'hui, on vient de vivre la commission Charbonneau, on voit comment le pouvoir dans ce pays s'exerce souvent en très petits groupes, des petits cercles très influents, très importants. On n'a rien inventé. Dans les années 60, c'était la même chose. Et au fond, cette histoire, c'est un peu les poupées gigognes, hein? C'est une histoire dans une histoire. C'est un immense scandale médiatique. C'est le premier grand scandale médiatisé au Canada parce qu'on commençait à avoir des caméras à l'épaule, le journalisme commençait à se promener, donc on allait interviewer. Ça a embrasé le pays pendant au-delà d'un an. On en a même fait une commission royale d'enquête, un peu une commission Charbonneau de l'époque, qui s'appelait la commission royale sur la dénommée Gerda Munsinger. C'était pas n'importe qui. C'est une femme qui a couché avec beaucoup de ministres, puis un ministre bien important. On l'a renvoyé du pays. Expliquez-nous ce qui s'est passé dans le détail de l'affaire. C'est long, parce que c'est quand même 400 pages. C'est un thriller. Pas de me le lire au complet. C'est un vrai thriller politique, cette affaire-là. Mais en gros, c'est qu'en 1966, au Parlement, sort un scandale lancé par les libéraux contre les conservateurs de M. Diefenbaker, qui est dans l'opposition. Et les libéraux de M. Pearson, avec M. Favreau et Lucien Cardin, ministre de la Justice, lancent à la gueule des conservateurs l'affaire « Et vous, qu'avez-vous fait dans l'affaire Monseigneur? Personne ne comprend trop ce qui vient de se passer, mais peu à peu, on se rend compte qu'on va développer un syndrome d'espionnage et de secret d'État. Mais les journalistes grattent et apprennent ça petit morceau par petit morceau. Là. Mais il y a des journalistes aussi qui participent à l'opération et qui bâtissent le scandale, qui en font une affaire d'espionnage, qui en font une affaire de sexe et de politique. Alors, ce qui est troublant là-dedans, c'est qu'on fait tout ça parce qu'on pense qu'elle est morte. Ah, okay, mais et on se dit, elle est morte, elle ne peut pas répondre, elle ne peut pas prouver qu'elle n'est pas espionne, elle est morte. Et voilà pourquoi le scandale est lancé, elle est morte. On veut couvrir autre chose, donc on met ça dans la face de tout le monde. Et tout le monde est dupe. Le Canada dans son entier, les journalistes, tout le monde est dupe. Jusqu'à ce qu'un journaliste, par hasard, voulant voir la tombe de Gerda Munsinger à Munich, va dans un bar, s'adresse et dit... Elle dit, mais Gerda Munsinger, c'est moi. C'est moi la Gerda! Et là, il faut voir comment la commission royale sur la dénommée Gerda Munsinger fait tout pour ne pas la faire venir témoigner au Canada et fait tout pour ne pas envoyer une commission rogatoire pour l'interroger. Voilà une commission où la personne nommée, il faut surtout pas qu'elle témoigne. Alors, elle reste là-bas, on ne veut pas tuer ici. Il n'y en est pas question. Alors, parlez-moi de Gerda, là, avant qu'on parle des politiciens. Est-ce qu'elle était vraiment espionne? Est-ce que c'était une belle femme? Je ne crois pas. Non? Je ne crois pas. D'après Gilles m'a fourni une documentation. Il y avait beaucoup de recherches. Et puis moi, ça m'a passionné. Mais je vais vous dire que c'est pas Gerda qui me passionnait, c'était Pierre Sévigny. Ah oui? Oui. Le ministre? Ministre associé de la Défense de l'époque.
Et je trouvais que le sort qu'on lui avait réservé, parce que là, moi, je le croyais. Je croyais le témoignage de Sévigny. Et je trouvais que le sort qu'on lui avait réservé était ignoble. On ne fait pas ça à quelqu'un. C'est presque l'assassiner moralement. Mais enfin, c'est ça qui est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on disait de lui, là? On disait qu'il avait couché avec lui, avec elle, et qu'il avait donné des secrets d'État? Sur l'oreiller, enfin, qu'il y avait eu possiblement des secrets d'État et que c'était tout à fait léger de sa part et plus que ça. Donc, en plus de ça, on essayait de prouver à quel point il pouvait pas exercer le métier de politicien et ministre. On disait carrément qu'il était un traître à son pays. Ben oui, c'est allé Parce qu'il avait couché jusque-là. avec une espionne en lui donnant les secrets. Espionne, entre guillemets, là. Mais pourquoi? C'est venu d'où, cette histoire-là d'espionne? Si vous pensez qu'elle n'était pas espionne, d'où ça vient, cette croyance-là? Gerda Munsinger est arrivée au Canada dans les années 50. C'était une Allemande de l'après-guerre. On sait dans quel contexte se retrouve l'Allemagne à ce moment-là. Et le Canada avait offert à un certain nombre de citoyens allemands de l'époque de venir au Canada dans un acte de générosité envers des réfugiés qui étaient en détresse. Elle est arrivée dans un de ses voyages par bateau et normalement, quand un étranger immigrant arrive au pays, tout de suite, la GRC fait une enquête sur le passé. Donc, il était naturel qu'il y ait une filière ou un dossier Munsinger, parce que le nom de Munsinger, c'est le nom de son mari qui était un soldat américain. Elle est née Gerda Hesseler. Et là, il y a toute une petite enquête qui se fait, puis qui va jusqu'au ministère de l'Immigration, etc. Donc, elle est, comme on dit, fichée. Au début des années 60, et là, on y reviendra parce qu'on dira ce que l'on voulait cacher. Au début des années 60, les libéraux ont absolument besoin d'un coup d'éclat pour fermer la gueule aux conservateurs et à tous ceux qui tentent de fouiller une autre affaire qui est beaucoup plus sérieuse. Et là, on leur lance ça à la face parce qu'on sait, à la suite d'une confidence intime qu'on révèle dans le livre, qui arrive aux oreilles de Lucien Cardin, que la fameuse Allemande, elle était très connue dans le milieu, mais elle est morte. Et à partir du moment où on assume qu'elle est morte, on bâtit On invente un l'idée personnage. d'une espionne et on dit... Ça va marcher puisqu'il y a une filière sur elle. Est-ce qu'il avait couché avec elle? Ah oui. OK. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a plein de politiciens qui avaient couché avec elle aussi? Ils ont tous dit non, sauf Pierre Sévigny. OK. Alors, Les autres, ils ont lunché avec elle. et vous aviez une source privilégiée, votre tante. Qu'est-ce qu'elle faisait, votre tante? Dans ma jeunesse, à la maison, tante Jacqueline était, on pourrait appeler ça, une femme libérée avant le temps. Elle était célibataire, elle avait un beau boulot, elle travaillait chez Lalonde et Valois, qui deviendra Lavalin. Elle était comptable, donc elle avait de bons revenus. Elle aimait les beaux vêtements, la belle vie, les belles choses. Et elle s'était créé un réseau important parmi carrément des millionnaires et des gens politiques. OK. Et elle est devenue copine de cette Gerda qui est arrivée au Canada et qui s'est retrouvée à Montréal. Elles se sont rencontrées dans un party, dans un beau restaurant. Et votre tante c'est était à devenu gogo deux aussi, copines. rencontrait des politiciens aussi. Ah oui, c'est deux copines. Alors, OK. ils se libérée. présentaient. OK, donc, des il s'amusait amis. avec les politiciens. Ben, la belle Il donnait vie, pas de... la Donnait belle pas de, vie, j'étais... profitons du temps qui nous est donné. Si vous voulez, il faut faire une cartésien. pause. Écoute, c'est quand on dit que c'est un vrai roman, c'est un vrai roman. On poursuit ça dans 3 minutes après la pause. On parle avec Gilles-Philippe Delorme et Daniel Roy de l'affaire Gerda Munsinger, qui est l'objet d'un livre. Alors, expliquez-moi, là, maintenant, là, on a compris qu'on a inventé une histoire avec votre tante et son ami qui sortent avec des politiciens. Et là, les ennemis politiques du gouvernement au pouvoir inventent une histoire, disent qu'elle est espionne, pensent qu'elle est morte. Donc, c'est facile de dire n'importe quoi. Ils la retrouvent. Elle est vivante. Est-ce qu'on fait la preuve qu'elle n'est pas espionne? Comment ça se termine? La commission d'enquête va faire son enquête, va se servir de la fameuse filière dormante quand elle était immigrante qui a été faite par la GRC. La GRC avait émis des doutes sur les antécédents de cette personne. Imaginez,
à Berlin au lendemain de la guerre, une jeune fille de 16 ans, 17 ans, ça se passe comment? Donc, il y avait eu des recherches, elle avait eu des rapports avec et l'un et l'autre, mais finalement, elle s'est mariée avec un soldat de l'armée américaine du nom de Munsinger, un mariage qui va durer à peu près 1 an. Elle va se retrouver seule après. Elle va avoir des petits boulots auprès des officiers britanniques comme femme de chambre, etc. Et il y a des petits larcins, bref, de quoi monter une belle petite filière. Hein? Mais c'est tout. Et à partir de ça, il faut un coup, parce qu'au Parlement d'Ottawa, en 1966, c'est la catastrophe. Les conservateurs qui ont perdu le pouvoir en 63 sont sur une piste fumante. Ils veulent comprendre pourquoi, dans la nuit des élections de 1963, alors que Diefenbaker est premier ministre sortant, pourquoi dans la nuit des élections, alors que les libéraux avaient besoin de 6 voix supplémentaires pour détenir la majorité en Chambre, pourquoi 6 députés créditistes, fraîchement élus le soir même, dans la nuit, iront signer un document qui est un serment d'allégeance au Parti libéral, ce qui confère aux libéraux la majorité absolue. Donc, et que le même document, dans la nuit, se retrouve entre les mains du gouverneur général du Canada, qui, lui, constatant cet appui, est obligé de dire, ben, ils ont la majorité en Chambre. Donc, la possibilité pour Diefenbaker de continuer à gouverner dans une coalition vient de disparaître. Parce que le premier ministre sortant, c'était son droit de tenter une coalition pour continuer à gouverner. Et donc, le rapport, c'est que ces gens-là... la majorité étant du côté de Lester Pearson, on bascule et M. Pearson se retrouve, par défaut, premier ministre. Alors, ces gens-là, ils ont changé, ils ont été l'objet de chantage ou quoi? C'est beaucoup plus joli que ça. C'est une magouille qui implique de l'argent, des enveloppes brunes, de la corruption. Tout ça va se dérouler à Québec, dans un petit motel, avec un notaire, dont la réputation après sera une catastrophe, parce qu'il sera accusé d'incendiat, d'avoir assassiné des gens, etc. Donc, ils ont acheté les votes avec des enveloppes. Ils ont acheté... Puis les gars ont changé de parti politique. Oui, il faut voir comment ça s'est préparé, parce qu'ils n'ont pas fait ça la nuit des élections. Ils ont préparé leur coup bien avant. Ça s'est monté tranquillement parce qu'ils ne savaient pas s'ils auraient leur majorité pour renverser. Mais elle a servi à quoi? Cette histoire-là a servi à quoi? Elle a servi à empêcher qu'une enquête royale sur l'affaire des 6 soit décrétée. OK, alors, on dit, tant qu'on s'occupe de ces niaiseries-là, parce que dans le fond, c'est une niaiserie, il n'y avait rien de vrai. Dans la gueule des conservateurs. On n'enquête pas là-dessus. Ça a occupé 1 an et demi, et après, ben, il y a eu une élection. Aïe, aïe. Et voilà, et M. Ce qu'on appelle un cover-up, maintenant. On a inventé ça pour couvrir l'histoire. C'est pas un putsch militaire, mais il s'agit véritablement d'un coup d'État entre on a acheté à la des canadienne. créditistes. Ailleurs. Imaginez, Denis, là, que le soir du 4 septembre 2012, Mme Marois est élue, mais il lui manque 8 sièges pour avoir sa majorité. Or, ça veut dire quoi, 8 sièges? Ça veut dire que si elle est minoritaire, elle peut tomber n'importe quel jour, alors que si elle est majoritaire, elle va durer 4 ans. Et que dans la nuit de ce vote 2012, on aurait appris qu'il y aurait 6, par exemple, 6 caquistes qui auraient signé un serment d'allégeance au Parti québécois. On n'aurait pas enquêté là-dessus. On ne se serait pas interrogé là-dessus. Et pour éviter ces interrogations-là, on invente une affaire. Voilà. Wow! Vous avez du fun avec ça, avec votre chambre? C'est un trailer politique, cette affaire-là. Ça se lit. Et c'est arrivé pour le vrai. Tout est vrai et dans cette version, tous les noms, les lieux, tout est rigoureusement exact. Et on a fait une entrevue au Saguenay il y a quoi, 20 ans? Que vous avez sorti une première édition il y a une vingtaine d'années. Alors pourquoi une deuxième édition? C'est que maintenant vous avez des détails que vous n'aviez pas avant. Oui, il y a des choses qu'on ne pouvait pas révéler à cette époque-là. Et puis les noms, entre autres. Ouais, les noms parce que les gens sont décédés, je suppose. Oui, mais il y a aussi ça va faire 50 ans. Il y a aussi que tante Jacqueline, avant son décès, m'a dit, Gilles, je regrette de ne pas t'avoir laissé publier tous ces noms. Après tout, on était tous majeurs et vaccinés. Okay. On aurait dû assumer. Et elle dit, si jamais c'est à republier, elle dit, je veux que tu donnes
tous les noms. OK, là, elle vous avait informé, puis là, elle disait, tu peux aller jusqu'au bout. Hey, c'est vraiment un roman à lire, même si c'est la grande réalité historique du Canada. L'affaire Gerda Munsinger de Gilles-Philippe Delorme et Daniel Roy, c'est publié aux éditions JCL. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. C'était un grand plaisir. Merci. Au revoir.